Thaïs et Valek nous apprennent à BAISER. Pendant leur podcast, ils parlent évidemment de relations hommes-femmes. Alors, on a déjà fait un Paye ton droitard sur Valek avec Zoé, où on a parlé de ce podcast. Et quand je préparais ce Paye ton droitard, j'avais organisé tout un tas de timecode et je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de Thaïs qui interroge Valek sur les relations hommes-femmes, sur tout un tas de thématiques habituelles chez Thaïs, le body count et tout ça, quoi. Et donc je me suis dit qu'on pouvait en parler avec Zoé, qui est spécialiste de ce genre de choses. Alors Zoé, comment ça va? Est-ce que tu te sens prête pour ce genre de choses? Salut Padu, bah écoute, ça va. Moi, j'ai très très envie d'apprendre des trucs avec Thaïs et Valek. Je sais que leur discours sur le sujet est vraiment hyper basé, que c'est toujours un plaisir. Déjà sur les autres extraits qu'on a vus dans le Paye ton droitard, ils nous expliquent que en fait, c'est parce qu'il y a la religion catholique que les gens n'ont pas envie de gagner d'argent en France et tout. Enfin, c'était vachement bien. Et du coup, vraiment, j'ai hâte qu'on prenne des cours. Padu, enfin, on va pouvoir pécho quoi. Et ça compte. Et ouais, ouais, ouais. Alors, on va démarrer par un petit timecode où ça parle d'évopsie. Parce que ça parle toujours un peu Hmm. d'évopsie, ces trucs-là, donc de psychologie évolutionniste. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un courant de psychologie qui a évolué à partir des années, je crois, 60-70, où on a essayé d'expliquer, en gros, les comportements humains par rapport à la théorie de l'évolution. Alors ça, moi, ça m'intéresse. Il y a des choses qui peuvent être pertinentes, mais a été très vite, en fait, spammé par des droitards qui avaient des théories à la con, par exemple, qui expliquaient le V. Le V, il disait, voilà, le V, ça sert à inséminer un maximum de femmes, donc c'est naturel. Enfin voilà, il y avait toujours des sortes d'explications, un peu comme Frédéric Delavier, quoi, des explications naturalisantes de phénomènes qui pourraient peut-être avoir certains aspects entre guillemets évolutionnaires, mais qui peuvent aussi s'expliquer par des rapports sociaux. Et on voit très bien dans ce genre de psychologie souvent un biais qui consiste à tout renvoyer à un potentiel avantage sélectif des comportements qu'on ne prouve jamais, parce que c'est improuvable de dire ah bah il y a 2 millions d'années ça a été sélectionné, c'est très très compliqué à prouver, et donc c'est souvent assez bullshit. Il n'empêche qu'il y a des anthropologues et des psychologues, par exemple j'avais parlé sur ma chaîne principale de Michael Tomasello, qui est un psychologue, anthropologue qui s'intéresse énormément à comment on a sélectionné certains traits cognitifs humains, comment le langage s'est développé, comment l'attention conjointe s'est développée, des choses comme ça. Donc il y a des travaux sérieux qu'on pourrait classer dans une logique de psychologie appuyée sur les théories darwiniennes. Là, quand on parle de ça, c'est différent. Mais vous allez voir que chez Valek et Thaïs, il n'y a pas ce sérieux-là et que c'est souvent un peu bidon pour servir l'ordre dominant, quoi. Ah bon? Ah, je suis vraiment très, très, très surprise, pas due. J'ai hâte de voir, hein, parce que moi, je pense que tu es vraiment dur avec, à mon avis, Thaïs, elle est, elle est super sur ces trucs-là. D'ailleurs, je me demande si on va savoir si c'est son absence de chromosome Y et son sang bleu mélangés ensemble qui font qu'elle a été amenée à faire un truc hyper nul d'arnaque d'un sel. Est-ce que c'était ça le lien? Est-ce que l'évolution l'a sélectionné pour ça? C'est ma question. Parce qu'en vrai, être une meuf plus être noble, n'est-ce pas un truc où tu es génétiquement programmé pour du coup arnaquer des hommes pauvres? C'est ma question. Je veux savoir. Allez, c'est parti. Finalement, tu été peut-être même un des premiers à droite à vulgariser l'évopsie. Ouais, en fait, c'est un sujet qui était, Vulgarisé, entre hein. guillemets, assez. T'étais le premier. D'où Alex était un vulgarisateur d'Evopsy. Il a de faire une vidéo, Si. relation homme-femme, on ne peut pas être ami avec une femme, tu vois, ça doit être ça sa vidéo. Elle a dit c'est un vulgarisateur d'Evopsy, tu vois. C'est de la métapolitique, hein. Complexe à aborder parce que de prime abord ça peut paraître barbant parce que bon, on rentre dans le côté scientifique je veux dire la majorité des gens te diront non mais qu'est-ce que tu nous casses les couilles avec de la science sur les relations, vas-y c'est de l'amour, on ne se pose pas plus de questions que ça, alors que moi justement comme je disais tout à l'heure j'aime bien le côté très pragmatique de la chose et justement tu le parlais entre l'acquis, l'inné, etc. Ben, en fait c'est super intéressant de savoir en fait comment fonctionne notre cerveau vis-à-vis de tout ça. Et comme je disais tout Mmh. à l'heure, il y a des gens qui mettent beaucoup de morale là-dedans, alors que notre cerveau est C'est marrant parce qu'il dit l'acquis et l'inné. Et justement, quelqu'un comme Michael Tomasello dit à la fin de son bouquin le plus connu, euh, il explique justement que la dichotomie acquis-inné, elle a aucun sens. Mais bien Culture-nature, ça sûr. n'a aucun sens parce que chez l'être humain, il y a toujours un va-et-vient constant entre la culture et la nature. Et il n'y a pas Bah une oui. part naturelle, une part culturelle, quoi. Et on est bloqué souvent
dans ce dualisme-là et ça nous empêche de penser. Et souvent, tu as des discours comme ça à droite. Oui, ce trouble-là, il est à 80% naturel. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut Mmh. rien dire. C'est pas parce que, par exemple, je sais pas, la dyslexie, combien ça a d'héritabilité. Imaginons que ça a 60% d'héritabilité. Ce qui veut dire que la variance du trait est expliquée à 60% par, par l'hérédité génétique, quoi, on va dire. Heu, Ça veut pas dire que, ce trait est à 60% «naturel» entre guillemets. Ce trait, il est là ou il est pas là, toujours dans une interaction entre la nature et la culture. C'est-à-dire que tu prends toutes les personnes qui ont des caractéristiques pour être dyslexiques et tu leur mets, une éducation à la lecture avec, je sais pas, le travail d'orthophonie, le travail de profs qui sont, formés pour éduquer ces personnes-là, elles développeront leur capacité, à lire, par exemple. Donc Mmh. ça veut rien dire de dire, c'est naturel parce que si tu as des personnes qui ont ces variants, par exemple génétiques, qui pourraient les pousser à être dyslexiques, mais qui ne le sont au final pas, on peut pas dire: «Ils ont ce trouble qui est, particulièrement naturel», comme ils n'expriment pas ce trouble, quoi. Donc il y a toujours une interaction à comprendre entre l'environnement et la nature qui ne sont pas disjointes, en fait. Encore Tout très à fait, tout à fait. Mais moi, je veux en archaïque. savoir plus. On a encore des modes de fonctionnement qui sont très anciens. Et évidemment, ça n'a pas suivi de l'évolution qu'il y a eu aujourd'hui dans le monde, que ce soit notamment en fait l'essor des applications de rencontres, en fait la totale, même l'évolution industrielle, c'est vraiment un tout. Et du coup, en fait, ce qui m'a fait me poser justement, comme je disais, plein de questions vis-à-vis de ça. Et à la fin, en fait, tu te rends compte que si tu appliques, enfin, si tu as conscience de comment fonctionne ton cerveau, tu n'éludes pas en fait tous tes instincts primitifs, bah, tu vas savoir en fait que tu fais les bons choix. Il parle comme le Jarl, le clan, l'instinct primitif. Et c'est surtout, je vois pas si c'est tes instincts primitifs, je vois pas comment, enfin, en quoi la connaissance de ton cerveau te permet d'exprimer tes instincts positifs, primitifs, parce qu'a priori, s'ils sont primitifs, du coup, c'est hors réflexion, enfin, dans la manière dont il présente le truc. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est les instincts primitifs de Valek. Est-ce que le fait d'écouter Angèle fait que ces instincts primitifs sont annihilés? Je veux savoir, hein. Bah, surtout que, si tu veux, présente le truc en mode les applis de rencontre. On voit bien ce qu'il veut dire, le fait peut-être d'avoir plus facilement accès à plein d'hommes ou plein de meufs différentes, je sais pas quoi. En fait, on voit que ce qu'il est en train de naturaliser, c'est le couple monogame Mmh. hétérosexuel, qui est une production de l'Occident d'il y a 1000 ans, quoi. Et le Mmh. mec, t'as l'impression que pour lui, c'est naturel et c'est l'instinct primitif, tu vois, et que tout est en train de s'effondrer. Mais Il je crois a que pas justement, connaissance, je sais pas, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de groupes humains, qui fonctionnent pas sur les relations, monogames. Enfin voilà, c'est ridicule de parler comme ça. alors après, il me semble que leur take, c'est justement que, comme les femmes ont une seule gamète, et que les, hommes peuvent en excréter des millions par semaine, et ben les femmes, elles sont très sélectives sur leurs partenaires, alors que les hommes le sont beaucoup moins parce que leur instinct primitif, c'est d'inséminer plein de femmes différentes. Et donc, là-dedans, le couple monogame catholique avait une fonction, en fait, protectrice pour les femmes de, on va dire, brider un peu ces instincts des hommes d'aller inséminer tout le monde et tout ça. Et là, donc, on est dans la phase où, le couple monogame, qui a été, notamment institué par le dogme catholique en France et cetera, n'est plus l'alpha et oméga de la manière de relationner aujourd'hui. Et bizarrement, les hommes ne peuvent pas inséminer toutes les femmes. Donc bref, c'est très bizarre cette histoire et d'ailleurs, c'est ça qui pose problème. Donc Oui, mais moi, si tu je veux, veux il y a des savoir. groupes humains où il y a enfin, la polygamie, c'est pas forcément que pour les hommes, même si, particulièrement, hein, je dis pas, mais il y a des groupes humains où les femmes, ont plusieurs partenaires sexuels, tu vois? Et Bien pour eux, c'est sûr. quoi? C'est des dégénérés ces groupes-là? C'est Enfin, des c'est c'est des bah, tu sais, c'est toute la c'est toute la limite, c'est toute la limite de leur pensée sur nature culture où ils sont persuadés que eux ils parlent de la nature, mais qu'il y a des gens, ils sont dégénérés, donc ils ont une mauvaise nature. Du coup, ça n'a pas de sens, hein. Parce qu'une fois de plus, on aura l'occasion d'en parler sur différents paramètres qui rentrent en compte dans un couple. Mais si on passe son temps en fait à éviter ce genre de choses et à penser que c'est rétrograde ou qu'on n'a pas besoin de ça, on fonce dans le mur. De toute façon, on le voit avec l'explosion des divorces et tout un tas de choses, quoi. Ouais, tout. Mais en plus, ce que je veux dire, c'est qu'il a un discours qui est posé. Moi, je vois ce qu'il je comprends ce qu'il veut dire. Si tu n'as pas connaissance de tes déterminismes et tout, évidemment que c'est plus compliqué c'est un peu le rôle de la conscience, justement. Tu vois, la conscience, ça permet de voir tes conditionnements, de voir vers où tu veux aller, de faire le rapport entre les deux, de pouvoir t'orienter dans la vie, tu vois. Mais le truc, c'est que lui, il voit comme étant des conditionnements naturels, des choses qui ne sont pas naturelles. Et il naturalise, en fait, des rapports de domination et des rapports de pouvoir. C'est ça la problématique.
Ouais, mais je te dis, j'ai envie de voir, parce que toi, tu as vu la vidéo, mais moi, j'ai envie de voir où il va, parce que du coup, c'est quoi sa solution? C'est d'interdire les divorces? C'est ça que j'ai du mal à capter. Je pense pas en plus, mais parce que Bah justement, oui, il y a toute cette, contradiction qu'ils ont d'être à la fois réac et libertarien. bah oui, Donc faut que l'individu puisse faire ce qu'il veut, mais quand même, faut pas que les femmes, elles aillent sur Tinder baiser avec plusieurs mecs, tu vois? c'est ça. Mais par contre, les mecs, il faut qu'ils aillent sur Tinder, et quand ils vont sur Tinder, il faudrait que toutes les meufs acceptent tous les mecs. C'est ça. Il Tu y vois, en pour avait illustrer beaucoup. un Donc là, on passe à un deuxième extrait. Là, c'est sur l'amitié homme-femme. peu. Ouais. Ah, L'amitié homme-femme, c'est un sujet assez Ah, tabou. tu crois pas que ça existe l'émission? Bah alors, un sujet assez je n'y crois pas du tout. Tu vois, là, ils sont à deux doigts de baiser. Ils sont en train de dire l'amitié homme-femme, quand même, ça n'existe pas. Ils peuvent pas se retrouver dans une pièce avec un mec et un homme sans avoir envie de baiser, là. une meuf et un homme, hein. Attention, Une attention, meuf et pas un homme. du. Hein. On est dans l'hétérosexualité ici, sinon c'est très grave, hein, je te rappelle. C'est la décadence après. Hein. Ouais, ouais, bah moi je suis curieuse du coup de savoir comment ils font pour interagir tous les deux sans baiser. Hein. Force à eux, hein, ça Pas doit du être tout, dur. pas une seule seconde. Après, évidemment, tu as des exceptions comme dans tout où il y a divers paramètres qui peuvent rentrer en compte. Tu es l'ami d'une fille qui est en couple avec ton pote. Enfin, bref. Mais moi, je me vois pas, par exemple, imaginons, je suis en couple et je suis là le soir en train de parler avec ma meilleure amie. Ça me dépasse totalement. Et je veux dire, ça me dépasse totalement parce que j'ai conscience de la chose et beaucoup ont aussi Ça dépend de quoi tu parles avec ta meilleure amie, tu vois. Bah oui, enfin, je sais pas, ça dépend. Si tu te dragues, oui, c'est bizarre, mais peut-être que, je sais pas, si c'est ta meilleure amie, comme tu dis, qui n'existe pas, du coup, vu que tu n'y crois pas. J'imagine que tu partages des trucs, j'en sais rien, des centres d'intérêt communs, des gens en commun dont vous pouvez parler. Enfin, je sais pas si vous avez un pote en commun qui va pas bien et que vous en parlez ensemble pour voir comment vous allez l'aider. Est-ce que c'est un problème? Enfin, c'est très curieux. Mais encore une fois, comme il n'a jamais eu d'amis femme, je pense qu'il a du mal à concevoir qu'on puisse interagir avec une femme autrement qu'en se draguant. Je pense que c'est ça Et moi, le fond du tu connais ma take là-dessus, mais c'est le fait de jamais avoir d'amis femmes et tout, et de toujours considérer que être avec une meuf, c'est une relation sexualisée. C'est un truc quand même un petit peu de mec pas serein, je trouve, tu vois. Ça, Bah ça, oui, ça bien dénote sûr, d'une mais sorte de fragilité un peu bizarre qui est, tu sais, t'es toujours en train de vouloir sexualiser la relation. Je trouve ça un peu chelou comme réaction. Et je trouve que c'est pour le coup pas, ouais, c'est pas viril, tu vois, comme situation viril au sens de serein, tu vois, au sens tu vois, de quelqu'un qui est droit dans ses bottes, tu vois. C'est une relation de pucix. allez, c'est le retour des cours de Sigmarxisme par Padu. Je vous rappelle que vous pouvez acheter sa formation pour devenir un homme Sigmarx pour 397 €. Vous allez aller dans la montagne, vous mettre torse nu et faire de la boxe avec lui. Ça va être super, ça va être extrêmement hétérosexuel aussi. conscience de la chose, mais en fait, ils essayent de se rassurer comme ils peuvent en mode non, mais c'est que de l'amitié. De toute façon, les relations homme-femme, enfin l'amitié homme-femme, c'est un peu comme être un funambule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre là-dedans, il n'y a plus d'amitié. Et il y en a qui vont te dire oui, mais ça c'est la vision du XXIe siècle qui essaie d'incorporer de la sexualité là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais il y a du sexe. Oui, mais c'est pas la définition de l'amitié en fait. Mais, Moi, je me vois pas. mais qui a dit? Mais c'est trop bizarre. Mais attends, mais c'est vraiment trop bizarre. Attends, Valek, quand on parle d'être amis entre un homme et une femme, c'est pas être des plans cul. Non, mais il fait pas, il comprend pas la différence. Après, il y a des gens qui sont très tranquilles avec ça et qui ont peut-être de la sexualité avec leurs amis. Hein. Enfin, et ça existe d'ailleurs. Enfin, très bien, tu vois. Enfin, il y a plein de modes relationnels différents. Mais là, ce qu'il a l'air de J'ai dire, c'est que l'impression que la en fait, norme, c'est c'est ça, ouais. impossible. Mais oui, enfin, c'est vraiment extrêmement chelou, quoi. Aujourd'hui, tout le Non, monde baise avec ses amis. mais enfin, je sais pas. Non, en fait, il y a des gens, je sais pas, moi, dans mes amis, il y a des gens en plus avec qui je vais pas partager les mêmes trucs. J'ai certains potes où on a comment dire, des, des amitiés où on va partager plutôt des moments festifs, où on va aller à des concerts ensemble parce qu'on aime le même type de musique et qu'on sait qu'on s'amuse bien en y allant ensemble depuis très longtemps. Il y a des gens avec qui je vais plutôt partager, bah, par exemple, des amis que je me suis fait dans mon travail, où on va partager des choses qui sont en lien avec nos boulots, où c'est plus simple d'en parler avec des gens qui font les mêmes métiers que toi parce qu'ils comprennent mieux les problématiques. Il y a des gens qui sont mes amis dans des contextes où, je sais pas, on partage d'autres types de choses ensemble. Je sais pas, on s'est rencontrés à l'école des gamins.
et nos enfants ont les mêmes âges et du coup, bah, on se voit parce que les enfants s'apprécient et on discute de tout et de rien, de la maison, de machin. Enfin, je sais pas, c'est très, très, très bizarre. Je suis en train d'expliquer ce que c'est que l'amitié à quelqu'un. En fait, je ne comprends pas. La seule différence, c'est que non, bah, tu pas obligé d'avoir du désir obligatoirement pour quelqu'un sous prétexte qu'il est de l'autre genre que toi. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, là, tout se passe dans la tête de Valek comme si parce que effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois, de nouer une relation d'amitié avec quelqu'un et qu'en fait, les 2 personnes ou une des 2 personnes se mettent à avoir du désir l'une pour l'autre. Mais déjà, pardon Valek, mais ce n'est pas propre aux hommes et aux femmes, en fait. Enfin, peut-être que dans tes amis, hommes, il y a des hommes qui ressentent du désir pour toi. Alors, je Peut-être je je Bruno. crois te savoir. Ouais, non, je ne veux Le pas mec qui ôter qui lance que des ce noms, tu soit. sais. Oui, c'était l'enfer. Non, mais je pense que ces hommes-là, sachant que tu es très homophobe, enfin, dans les discours que j'ai entendus de toi, probablement, si c'est le cas, ne t'en parleront pas, mais ça peut arriver aussi, tu vois? Enfin, c'est pas, et ça t'empêche pas pour autant d'être ami avec des hommes. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Euh, avec déjà mes potes mecs, je suis pas gay. Ouais, voilà, Mais voilà. J'ai pré-shot. Je suis fagué, c'est trop bon ça. envisager quoi que ce soit, ça perturbe en fait tout cet équilibre qu'il y a. Mmh. Oui, parce que, enfin, rappelons-le, l'amitié, c'est quand même la proximité sans ambiguïté, la proximité sans, justement contact physique, sexuel ou quoi que Aucune. ce soit. Donc, même le concept même de, par exemple, de sex friend ou ce genre d'aberrations qui peuvent exister aujourd'hui et auxquelles les Mais gens c'est pas la s'adonnent. même chose. Ah mais tu vois, C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'ils confondent 2 trucs, les amis et Mais les sex friends. mais je C'est pense quand même qu'ils pas ils exactement peuvent la même vraiment, chose. Après, ils sont mais la matrixés par réalité, Netflix, tu hein, faut vu? quand même le dire. Tu Mais vois, genre, oui, ils tu peuvent pas l'impression que rester. c'est que c'est classique que tout le monde a 10 sex friends et n'a pas d'amis, enfin Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont des gens avec qui ils peuvent avoir des bien sûr, je veux relations, dire, S mais je trouve qu'ils partent toujours de sans cas un peu sans être particuliers et ils sans être t'expliquent, dans voilà, un la vie est couple. comme ça. Mais ce n'est pas l'amitié, enfin, je veux dire, et après chacun est différent. Moi, par exemple, je j'ai pas de sexualité avec mes amis, quoi, voilà. Après, elle dit: «Aucun contact physique» et tout. Moi, j'ai des amis avec qui j'ai des contacts physiques, en fait, hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai des amis, qui, quand ils vivent un truc, difficile ou quand on est content de se revoir parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps, on se prend dans les bras, on peut se prendre les mains, enfin, et des amies, femmes notamment avec qui je vis ça, et ça peut être aussi le cas avec, certains hommes. Enfin moi je sais pas, j'ai un Le de mes coming meilleurs out potes, de Zoé. mais non, mais j'ai un de mes meilleurs potes qui vient, je sais pas, de vivre un truc, horrible, je sais pas, vivre un deuil, tu vois? Ou un truc comme ça. Bah, on se prend dans les bras, pour se soutenir, parce qu'on se porte de l'amour qui est pas de l'amour charnel, mais qui parfois passe aussi par des contacts physiques qui ne sont pas des contacts sexuels. Enfin, je trouve que cette panique, en plus, t'empêche de et après, il y a plein de gens qui aiment pas du tout, moi, je sais que, tu sais, tu as des gens qui ne supportent pas le contact physique avec d'autres gens et ça, moi, c'est des amis avec qui je sais que je vais pas les prendre dans les bras et tout parce que c'est des gens qui aiment pas ça, quoi, et ça nous empêche pas d'être amis, par ailleurs. Mais le contact physique avec les gens que t'aimes n'est pas forcément un contact sexuel aussi. Et quand je dis les gens que t'aimes, j'utilise enfin, volontairement ce mot parce que moi, je porte de l'amour à mes amis. Enfin, et c'est pas de l'amour, comment dire, charnel, physique de couple, c'est de l'amour amical, mais ça reste des gens que j'aime en fait et qui sont importants pour moi et qui comptent pour moi. Et ça fait partie de ma tête de me dire bah, comment ils vont, je prends des nouvelles d'eux, j'aime passer du temps avec eux. Enfin, vraiment, encore une fois, je suis désolée, je suis en train d'expliquer ce qu'est l'amitié, ce qui est terrible, mais c'est vraiment bizarre. C'est friend, antinomique. t'as le préfixe sexe qui se rajoute à friend. Oui, C'est pas friend, c'est sex friend. C'est pas la même chose. Bon, Ouais. c'est des concepts de dégénérés pour moi, mais on est bien d'accord. ouais. Et bah justement, je me demandais quelle était un petit peu ta perception bah, du dating game, donc du monde des relations en tant qu'homme de droite. Quel a été un petit peu ton vécu Du dating game, ouais, c'est vraiment des américanoïdes quand même. Oui, oui, le dating game. Des bah, sur américanoïdes cette thématique? célibataires aussi, hein. Quoi? Des américanoïdes célibataires aussi, hein, parce que Je suppose qu'ils en sont fait, tu célibataires. sais, Ils sont c'est fou à célibataires? quel point bah, je sais pas s'ils sont célibataires, mais en fait, tu sais, ils parlent de relations homme-femme. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils ne parlent que de séduction. Ils parlent jamais Ouais. du couple, tu sais, et de comment tu vis. Parce qu'en fait, la séduction, c'est quand même. Enfin, si tu es dans ce que eux promeuvent, de ce que je comprends, c'est-à-dire un couple. Il dit il y a trop de divorces, etc. Un couple traditionnel, hétérosexuel, où tu vas faire des enfants.
qui est pas du tout le seul modèle de mise en relation qu'on peut avoir entre des gens, mais qui est par exemple celui dans lequel moi je suis aussi, et dans lequel il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont encore, contrairement à ce que racontent les droitards. Mais en fait, la partie de la séduction est une partie extrêmement réduite de tout le travail et les difficultés, entre guillemets, que tu peux rencontrer dans un contexte de comment tu fais pour rester avec quelqu'un longtemps, élever des enfants ensemble, enfin, dans un contexte où tu peux avoir des difficultés professionnelles, économiques, etc., enfin relationnelles et tout. Il ne parle que de cette toute petite partie-là. Tu sais, ça me rappelle les contes de fées, tu sais, qui finissent par voilà, nanana, nanana. Il y a toute une histoire de mise en couple avec en général un sous-texte extrêmement, enfin, tu vois, genre la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, je rappelle que dans la version originale du texte, la meuf se réveille, elle est en cloque, hein. Donc on parle de V sous soumission chimique en fait. Enfin bon, c'est toujours un truc assez. En fait, le simple fait que le mec soit là fait que la meuf est ok pour que ça soit lui. Bon bref. Et le fait que le mec veuille pécho la meuf, c'est parce que c'est la fille d'un mec riche, hein, c'est une princesse en général, et qu'elle est bonne. Globalement, il y a rien d'autre qui rentre en compte pour la mise en couple. Et une fois que les gens se sont mis en couple, le conte de fées s'arrête et c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Comme si c'était pas là que commençait le gros taf de la mise en couple. Et eux, ils ont envie de réfléchir aux relations hommes-femmes et tout. Ils ne parlent que de relations et jamais de vie de couple. Ou quand ils en parlent d'une manière, enfin bon, très peu. Et quand Thaïs en parle, c'est faut rendre la meuf jalouse, etc. Enfin, c'est que des méthodes de toxicité, en fait. De ton point de vue, voilà, d'homme de droite qui a ses positions assez tranchées sur tous ces sujets-là. C'était quoi un petit peu ton relationnel avec les femmes qui savaient ça ou pas? Est-ce que tu leur disais que tu pensais ça? Enfin, Ouais. Bah, déjà, en fait, je pense qu'il y a un déséquilibre qui se Comment crée de tu plus en pécho, plus Valak? entre les hommes et les femmes, dans le mhm. sens où, vu que la société s'est de plus en plus tertiarisée, les hommes n'ont plus la même valeur qu'avant. C'est-à-dire, Mais c'est ouf parce que c'est toujours du Soral repompé Ouais, 20 ouais. ans après, avec, je sais pas, avec ça tourne autour du pot et tout. Enfin, j'allais dire c'est du Soral en moins bien, mais on va dire voilà, c'est pas du Soralien, mais c'est un peu du Soral en moins bien quand même, tu vois? Parce qu'on voit, il avait une certaine diction Soral qui était un peu rapide, où tu avais l'impression qu'il balançait des punchlines, et puis ça paraissait nouveau en 2005 ce qu'il racontait. Là, c'est Mm, mm. vraiment, mais enfin, t'apprends Et rien, si quoi, c'est quand la... t'en as Oui, 1000 et des podcasts comme ça. si c'est la tertiarisation qui a fait perdre leur statut aux hommes, Valak, pourquoi tu fais des formations crypto-bro box dans la montagne et pas va passer un CAP d'électricien ou chaudronnier ou tourneur fraiseur? Pourquoi? Pourquoi tu n'encourages pas les gens à, je sais pas, à se lancer dans une exploitation agricole, racheter une exploite et tout, avoir un élevage de volailles? Enfin, pourquoi? Ah, Pourquoi même du s'il veut coup être patron, il peut être patron d'une entreprise je sais pas, d'un garage, tu vois? Enfin, s'il veut garder le côté un peu, patron, machin, j'ai réussi, tout, il est pas obligé de le faire dans des, secteurs tertiaires. Ouais, ouais. Mais bon, bref, ça n'a pas de sens. Allez, continuons. C'est-à-dire que des années en arrière, tu avais besoin de force, de beaucoup de masculinité, etc., pour justement combler ce besoin qu'a la femme. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Aujourd'hui, tout est automatisé, tu as des robots. Et en fait, le rôle de l'homme, c'est à mon Ça, c'est un thème, heideggerien. C'est-à-dire qu'il y a la technique quand même. La technique, Ça a rendu les hommes faibles. ouais, ça a rendu les hommes faibles, Hmm. il y a ce côté dégénérescence par la technique, tu vois? Alors, si je peux me permettre, les ancêtres de Thaïs n'avaient pas besoin de force, hein. Il y avait des gars dans les champs qui bossaient à leur place, et pourtant, c'était eux qui étaient en haut de la société, hein. Eux, moindrer ils, considérablement. ils mettaient des collants, ils faisaient bosser des gens, hein. C'était ça, hein. Limite, Moi, j'ai l'homme rien s'est contre les féminisé. collants, Du j'en coup, en fait, porte, je trouve ça super, hein. Mais, quand je parlais de déséquilibre, c'est que l'homme doit faire beaucoup plus d'efforts qu'auparavant pour se démarquer. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve en fait avec des mecs standardisés qui n'ont rien de plus à apporter. Et les femmes, ben, ont conservé. Là, on reparle dans le délire évoque. Il parle vraiment des puceaux, hein, parce que je suis désolé, les hommes sont pas moins, enfin, c'est pas plus galère d'avoir une meuf qu'avant, tu vois? Ça sort d'une part leur truc, tu vois? Il y a peut-être plus de divorces, de choses comme ça, parce qu'avant c'était pas autorisé, et encore, je pense qu'on a une vision très, tu vois, on prend vraiment une période très restreinte, de l'histoire où on se dit: «Ah oui, à ce moment-là, les couples étaient stables», mais probablement pas si vrai que ça. Et puis avant ça, en fait, notamment au Moyen Âge, je pense qu'il y avait beaucoup plus de ce que j'ai lu comment on dit? Enfin, c'était beaucoup moins fixé, on va dire, dans un couple oui, monogame, très clair, quoi. Pas dans les oui. classes supérieures, mais je parle dans les classes, dans le tiers état, tu vois?
Mais bref, il nous explique ça, c'est pas, à part les mecs de 18-20 ans qui regardent Thaïs et Valek qui, eux, ont peut-être du mal à parler à une meuf parce qu'ils sont toute la journée devant des ordis à faire des trucs d'extrême droite, tu vois? En réalité, les gens arrivent quand même encore à relationner, tu vois? Après, tu vois, il y a aussi une réalité de la condition, de certains hommes et particulièrement des hommes de milieu populaire, par rapport à des hommes de classe bourgeoise. C'est que si tu te retrouves à foirer à l'école, je rappelle que le système scolaire est organisé pour faire foirer les classes populaires et particulièrement les garçons, et ça, c'est voilà, toutes les stats, le montrent, hein. Tu te retrouves du coup sorti du système scolaire général assez tôt et tu te retrouves dans des filières professionnalisantes, bah, celles que j'ai citées là, électricité, tourneur-fraiseur, chaudronnier, et cetera, qui sont des filières extrêmement masculines. Les filières professionnelles sont des filières en grande majorité très peu mixtes. Les filières professionnelles pour les femmes, ça va être des filières, pour aller vers des métiers, par exemple du soin à la personne, des métiers, de cosmétique, de coiffure et cetera, de couture, qui pareil sont des métiers très, 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 enfin des formations très non mixtes. Et donc dès tes 14 ans, en fait, tu te retrouves dans une formation avec une dominante d'hommes, dans des milieux professionnels à dominante d'hommes. Et effectivement, quand du coup, il y a moins, je pense, tu vois, de culture de faire se rencontrer les gens, par exemple, par les relations familiales, etc. Ce qui était probablement beaucoup plus le cas au 19e et début du 20e siècle. Je pense que par exemple, ces classes sociales-là, tu peux poser une question de comment tu fais pour rencontrer une personne de l'autre genre si tu es hétérosexuel, si tu es dans des milieux qui sont extrêmement fermés. Et du coup, bah, pareil, hein, du coup, ça fait que tu as fait tes amitiés dans des milieux très masculins ou très féminins à l'inverse, etc. Et la fonction. La fonction sociale, tu vois, aussi de collectivité. Moi, je vois dans mon village, en fait, il y a quand même des lieux de sociabilité qui sont beaucoup moins forts qu'avant. Il y a moins de tu vois, de lieux de sociabilité, le bar du village, pas forcément pour boire, de l'alcool d'ailleurs, hein, mais voilà. Tu as moins de vie associative parce que, bah, les gens souvent travaillent loin, travaillent à la ville et tout à 30 kilomètres et donc investissent moins leur enfin, je pense qu'il y a effectivement un truc à réfléchir, mais qui ne touche pas que la séduction, qui touche à, tu vois, à la division du et puis l'éclatement des collectifs de travail, tu vois? Quand tout le monde est, par exemple, un petit auto-entrepreneur, chez soi qui travaille en télétravail comme ce que promeut, Valak, ça rend les rencontres compliquées aussi et donc les applis de rencontres, elles viennent aussi probablement pallier ce truc-là, quoi. Bah, oui, oui, mais tu vois, tu dis il y a moins de lieux de sociabilité, c'est vrai, mais aussi parce que c'était remplacé par des lieux de sociabilité virtuels, Oui, c'est dont ça. on peut qu'on peut critiquer, mais dont on peut aussi louer Bah, les intérêts, tu c'est des vois? sociabilités aussi, c'est des Bah, oui, sociabilités oui, oui aussi. et moi, je disais ça parce que tu m'avais sorti des chiffres comme quoi il y avait, autant de personnes, je crois, à 25 ans, par exemple, qui n'avaient pas eu de rapport il y a 300 ans qu'aujourd'hui. Donc ça veut Ouais, quand même ça c'était dire qu'il y a les pas une variabilité de dingue et qu'aujourd'hui, les mecs n'arrivent plus à trouver des femmes et qu'avant, c'était le cas, tu vois? C'était les chiffres de Todd. Alors figure-toi que j'ai essayé de me replonger dans ce truc-là, Todd dans son bouquin, Où en sommes-nous? Qui fait une sorte d'historique démographique, qui essaye de voilà, qui présente plein de chiffres et cetera et qui dit ça sur la période du 17e, 18e siècle notamment et en fait, c'est une période où là, le célibat était quand même assez haut, dans d'autres périodes, je crois qu'il est un peu plus bas, il est plus autour de 15-20 mais ça reste quand même, en fait, relativement beaucoup de gens qui vivaient célibataires, pour plein de raisons et pas que de manière involontaire, vraisemblablement aussi par choix de vie, de machin et bon, Des moi, une de bectos. mes hypothèses ouais et puis moi, une de mes hypothèses, c'est comment tu faisais à ces époques-là? Je sais pas, tu vois, tu es une jeune femme, lesbienne, par exemple, bah, le fait d'entrer dans les ordres, je pense que ça te protège, de te retrouver obligée à être dans un couple hétéro avec un homme, avec qui tu pas du tout envie de relationner, quoi. Ou, des gens qui ont pas envie d'avoir d'enfants, enfin, voilà, quoi. Si, mais leurs valeurs jeunes, belles, fertiles, Hervé, là on reparle dans le délire Evopsy, mais leurs valeurs jeunes, belles, fertiles, c'est quelque chose qui n'a pas changé dans le temps. Alors que les hommes, eux, il y a toujours ce côté, ils doivent apporter de la valeur, mais beaucoup plus. Alors que les femmes n'ont pas nécessairement besoin de faire plus d'efforts qu'auparavant sur ce genre de choses. C'est très intéressant parce que dans le côté, en fait, il parle toujours d'Evopsy, tu vois? Mmh. Et en fait, le problème là-dedans, c'est que c'est des logiques monocausales, Mmh. qui marchent un peu par induction comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, il dit: «Oui, évidemment, les femmes jeunes, belles, fertiles, elles ont plus de valeur». Mais tu sais, on pourrait dire, «Les femmes, un peu plus vieilles, elles ont plus de poids dans les sociétés humaines, donc elles ont plus de valeur». En fait, tu sais, c'est un peu, tu prends une caractéristique qui te semble bien et tu expliques tout par rapport à cette caractéristique qui te semble bien sans rien prouver derrière, tu vois?
Oui, On et puis pourrait il dit que c'est dire que, facile. y a des femmes de ouais, de 40 ans qui ont de la valeur parce qu'elles ont 40 ans, qu'elles ont une valeur sociale supérieure aux femmes de 18 ans, tu vois? Enfin, ce serait pas, impossible. En plus, elles sont encore fertiles, même si elles le sont un peu moins, tu vois? Enfin, Mmh. c'est tout à fait possible de dire ça, quoi. Oui, oui, puis comme si être, belle, par exemple, c'était simple. Enfin, c'est pas simple, hein, de correspondre à des critères esthétiques, en plus qui changent, d'une période à l'autre et cetera. C'est pas du tout simple, en fait. Il y a plein de gens qui font énormément d'efforts pour ça et qui n'y arrivent pas. Chose. Mmh. Oui, ce que je comprends bien, c'est, en fait, en gros, tu parles de Il y a des sociétés, en plus, qui ne trouvent pas que les femmes, qui ressemblent à des enfants sont belles, tu vois? Oui. Je dis qu'ils ressemblent à des enfants pour choquer un peu, mais des fois, il y a cet, Mmh. aspect-là, tu vois, dans les critères de beauté où il faut être, presque prépubère, avoir aucun poil, être, ne pas avoir, je sais pas, de graisse sur les hanches ou sur les cuisses ou des choses comme ça qui sont, des caractéristiques, en fait, qu'après 16 ans, où les femmes ont, tu vois, en général. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a des sociétés, justement, où ce qui est mis en valeur, c'est pas du tout ce corps-là. Tu le vois d'ailleurs des fois dans les statues grecques, tu sais? Des Mmh. femmes qui ont un petit peu plus de ventre, un peu plus de hanches et tout et qui sont représentées comme étant des femmes, qui ont presque plus l'image d'une mère, tu vois, que l'image d'une adolescente, tu vois? Donc il y a Mmh. vraiment une variabilité de ce qu'on trouve beau dans l'histoire et venir mettre juste l'évopsie là-dedans, tu vois? En disant: «Ah bah non, mais c'est prouvé par, la science et le naturel», c'est assez con, quoi. Et la fertilité, tu vois, moi, j'ai pas mal bossé pour mon boulot, sur la ménopause, notamment. Et j'ai lu beaucoup de travaux sur la ménopause et notamment de travaux d'anthropologues, de sociologues, et cetera, qui étudient ce phénomène comme un phénomène social. En fait, la ménopause, ça a été, il y a une vraie histoire de comment on a de comment on a, on va dire, heu créé un concept de ménopause. Il y a des langues dans lesquelles le mot de ménopause n'existe même pas, tu vois? Pour te dire. Tellement c'est pas un sujet, par exemple, dans certaines sociétés. La ménopause pour les gens, enfin voilà, je pense que la majorité des gens le savent, mais la ménopause, c'est le moment où, les règles s'arrêtent pour les femmes. C'est-à-dire le cycle ovarien s'arrête et en plus, le fait en médecine, on dit que les gens sont ménopausés quand, ils n'ont plus leurs règles depuis, 1 an ou plus. Mais en fait, c'est une règle assez arbitraire parce qu'il y a toute une période, qui peut durer des années, parfois une dizaine d'années même, hein, où en fait, il y a, une sorte d'espacement des cycles ou au contraire de rapprochement avec une variabilité de la production, hormonale qui ne s'arrête pas d'un coup et d'ailleurs, quand une fois la ménopause arrivée, il y a pas plus d'hormones, hein. Il y en a nettement moins, mais il y a pas plus d'hormones et en général, il y a plus de cycle, par contre, qui crée des ovulations. Cette ménopause, en fait, en Occident, elle est, très, c'est vraiment considéré comme une période des femmes qui est horrible, et cetera et c'est intéressant de voir, en plus, si tu veux, à quel point les signes cliniques qui sont associés à la ménopause alors souvent, on parle des bouffées de chaleur, mais il peut y avoir des sécheresses au niveau des parties intimes et il peut y avoir des effets, psy, on va dire, avec, des femmes qui décrivent de l'irritabilité, de l'anxiété, des choses comme ça et on se rend compte qu'en fait, c'est très, marqué en fonction de la classe sociale. Les femmes des classes supérieures ont beaucoup plus de symptômes de ménopause que les femmes des classes, populaires. On se rend compte aussi que les femmes qui sont en couple, hétérosexuel, ont beaucoup plus de symptômes que les femmes qui sont célibataires. Toutes ces choses-là nous donnent des éléments pour nous dire qu'en fait, il s'agit quand même aussi d'un truc qui est très social et qui est très lié à la manière dont on voit le corps et la connaissance médicale s'est vraiment emparée de cette notion de ménopause au 19e et au 20e siècle pour en faire, une espèce d'idée surtout courant 20e, pour en faire, l'idée que, c'est, un moment de péremption du corps des femmes. C'est-à-dire qu'il y a, la bonne le moment où les femmes ont un corps qui fonctionne bien et il y a la ménopause et après les femmes sont en carence hormonale et elles ne fonctionnent plus bien. Alors, il est vrai qu'il y a certaines choses qui sont associées, notamment au fait d'avoir des ménopauses tôt. Par exemple, l'ostéoporose, le fait que les os, deviennent plus fragiles, c'est, corrélé à la ménopause et le fait d'avoir une ménopause tôt fait qu'il y a plus de ça. Mais en fait, il y a plein d'autres choses, le fait de fumer, le fait d'être en sous-poids, le fait de ne pas faire de sport, enfin, il y a plein d'autres choses qui jouent sur la ménopause et c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on est malade. La ménopause n'est pas une maladie, c'est une période de la vie normale, physiologique, on dit nous dans notre, jargon et le fait d'en avoir cette vision aussi terrible comme une carence d'hormones et tout, génère aussi, entraîne aussi, une majoration des symptômes et de l'inconfort, liés à ces trucs-là. Je dis tout ça parce que, dans certaines sociétés humaines, j'ai lu, notamment des bouquins là-dessus qui sont passionnants, on n'a pas du tout la même vision de la ménopause. Et il y a même des sociétés humaines où on considère que la période de ménopause est une période de libération, SEXUL.
Parce que, alors que nous, en Occident, notamment en France, on en a une version comme: «Ah ben voilà, après c'est tout sec» et cetera. Moi, je te jure, quand j'entends et c'est des trucs qu'on m'a appris dans mes bouquins: «Ouais, après la ménopause, on peut avoir pendant les rapports, des douleurs ou des sécheresses» et là, vraiment, j'ai envie de dire: «Mais à 30 ans aussi, à 20 ans aussi, à 15 ans aussi. Enfin, c'est pas du tout propre aux femmes ménopausées et en plus, il y a voilà, on peut utiliser des gels lubrifiants à base d'eau, qui sont très efficaces et qui ne posent pas de problème et après s'il y a des douleurs pendant les rapports, il y a plein de femmes qui ont des douleurs pendant les rapports et il faut, voilà, il y a peut-être des choses à faire. Peut-être que, par exemple, une sexualité uniquement pénétrative, c'est pas le gold standard pour ces personnes-là, par exemple, hein. Peut-être qu'il y a de l'endométriose qui a pas été diagnostiquée, enfin, il y a des infections et cetera. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Peut-être que le partenaire, a une manière de faire, qui génère de la douleur aussi, certaines positions et tout ça qui peuvent le faire. Je le dis tout ça pour dire que, cette image de, en fait, c'est la fertilité qui crée, l'envie, de, rapports et cetera, c'est très culturellement construit aussi parce qu'il y a certaines sociétés, notamment asiatiques et africaines, où l'âge de la ménopause est au contraire un âge de libération totale, et de moments où on considère que c'est le meilleur moment, pour avoir des rapports pour des femmes parce qu'elles sont, libérées de la charge de la cont enfin, du risque de tomber enceinte à ce moment-là et du coup, c'est décrit comme des périodes où, c'est, YOLO quoi. Voilà, désolée, j'ai fait un long développement, mais c'est pour vous expliquer que cette vision biologisante de Valek, n'est pas une vérité scientifique absolue pour toutes les personnes de tout temps. C'est totalement faux. Ce sont des choses qui sont socialement construites et qui génèrent en plus déjà un imaginaire un peu pédo, comme tu l'as dit, de considérer que, toi, c'est comme ça que tu te retrouves avec The Rob qui dit: «Ah le max, le prime d'une femme, c'est entre 14 et 20 ans». Tu te souviens qu'il avait dit ça? C'est chaud, quoi. Alors que non, et même, d'ailleurs, ça fait avoir des croyances, notamment aux personnes, tu vois, nous, en médecine, on aborde les rapports, quasiment que, avec les adolescents à but, tu vois, éducatif et cetera, ce qu'il faut faire, hein, c'est très bien et avec, les femmes, quand elles sont en période où il y a la contraception, les grossesses et tout. Mais, la SEX-ualité n'existe pas, par exemple, pour les personnes qui ont 50, 60, 70, 80 ans, alors que pas du tout. Il peut tout à fait y avoir une activité à cette période-là de la vie. Il y a même plein de gens qui le vivent de manière très bien et qui le vivent bien mieux, qu'à des périodes où ils étaient plus jeunes pour plein de raisons. Peut-être parce qu'ils sont plus à l'aise, peut-être parce qu'ils sont justement avec, plus de problèmes de gérer la contraception, de tout ça, de machin. Enfin, voilà, ce sont des représentations qui en plus rendent les gens malheureux. Moi, j'ai vraiment des personnes qui croient que c'est normal, à 60 ans de ne plus en avoir et ça les rend tristes et je dis: «Mais non, en fait». Enfin et quand il y a des soucis, liés à ça, il y a parfois des solutions, plein de solutions différentes et notamment des solutions médicales pour continuer à avoir, ce type d'activité si c'est son choix, dans le cadre d'un couple monogame ou non d'ailleurs aussi, hein. Et tu vois, c'est des gros tabous en EHPAD et cetera, tu sais, d'être très choqué quand les résidents d'EHPAD ont de la sexualité ensemble mais enfin, encore une fois, enfin, où est le problème, quoi? Du moment que tout le monde est, encore une fois, consentant, qu'il y a le respect de chacun et tout, quoi. Du fait que les hommes n'ont plus vraiment de rôle clair dans la société, ils n'ont plus de rôle très attitré. C'est toujours la même chose, c'est une boucle sans fin. Ah ouais. Avant, l'homme, c'était celui qui apportait de l'argent sur la table, à manger, etc. Que ce soit avant Mais les femmes par aussi, la chasse. ça c'est pareil, hein. Vraiment une vision La bourgeoise du chasse et truc. tout, oui, c'est une vision bourgeoise, genre, c'était vrai pendant 100 ans le truc, et à Mais peine, ça oui, dépend pas toutes les classes sociales et tout, et la meuf, c'est incroyable, putain. sérieusement, elle croit que dans les sociétés féodales, les personnes qui faisaient partie du tiers état, les serfs, et cetera, elles croient que les femmes, elles étaient pas au champ. Elles croient que les femmes n'étaient pas au champ, mais tes ancêtres n'étaient pas au champ, Thaïs, mais tous les autres, oui, hein. Tous les autres, les meufs aussi. Tu sais que, pareil, hein, désolée, je fais des digressions, mais comme c'est pas intéressant ce qu'ils disent, on va essayer de dire autre chose par-dessus. Hem, Moi, je me souviens que quand j'ai eu mes bébés, je discutais avec les grands-mères de mon conjoint, enfin, la grand-mère de mon conjoint qui était, voilà, paysanne, quoi. C'était vraiment des familles d'agriculteurs et tout ça, paysans assez pauvres. Et je lui demandais enfin, elle m'avait donné des petits conseils, qu'on peut se transmettre, bah, dans des sociétés où c'est beaucoup les femmes qui s'occupent des bébés. Il y a de la transmission de connaissances entre femmes, là-dessus et je lui demandais: «Mais du coup, comment vous faisiez quand vous alliez travailler?» Enfin, elle me disait qu'elle avait pas de nounou et cetera et je lui demandais comment elle faisait et en fait, elle m'expliquait qu'elle, bah, fallait qu'elle aille, bosser dans les champs, en fait et donc elle emmaillotait ses bébés et elle les suspendait aux arbres pour pas qu'il y ait des bestioles qui leur grimpent dessus et tout
Et le bébé était tout seul pendant des heures, hein, d'ailleurs, enfin, quand il pense, et d'ailleurs, elle m'a expliqué que ces bébés ils marchaient très tard. Les bébés marchaient vers 2 ans, en fait, parce que les parents étaient au boulot, les mères étaient au boulot, qu'elles n'avaient pas le temps de les stimuler toute la journée, qu'elles n'avaient pas les moyens de payer des femmes pour s'occuper de leur bébé à leur place. Et pour vous donner une idée, ceux qui ne savent pas, les enfants, l'âge moyen de la marche actuellement en France, c'est plutôt 14 mois. Et grosso modo, les bébés marchent entre 12 et 18 mois pour la plupart. Marcher à 2 ans, aujourd'hui, c'est considéré comme très tard. Et même, on va chez le spécialiste et tout pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis de développement psychomoteur, quoi. Voilà, bref, tout ça pour dire que la vision qu'en a Thaïs il y avait des femmes qui pouponnaient à la maison comme ça et un homme qui ramenait la bouffe, non, c'est faux. Les femmes aussi participaient au fait de ramener de la bouffe parce qu'en fait, les gens étaient pauvres, hein, d'accord? Pas ses ancêtres, encore une fois, mais la majorité de la population. Et les femmes, non, n'avaient pas le temps de pouponner. Et puis, parfois, c'était la fratrie. Quand c'était des grandes fratries, c'était les frères et sœurs, c'était les voisines, c'était les tantes, les grands-mères, etc., qui aidaient pour aider tout ça. Et les pères aussi avaient jusqu'avant le capitalisme, les pères avaient beaucoup plus de rôle auprès des enfants, notamment la journée, ils les emmenaient avec eux parce qu'ils allaient bosser et tout. Enfin, voilà, bref. Mais il y avait peut-être même des gens, tu sais, des nourrices qui avaient des enfants qui s'en occupaient pas pour s'occuper des enfants des ancêtres de Thaïs, tu vois. Mais oui, mais oui. Et d'ailleurs, elles s'appelaient nourrices parce qu'elles allaitaient les petits des aristocrates, hein. Et pour pouvoir allaiter, il faut avoir soi-même une grossesse. Alors, la lactation, elle peut s'adapter aux besoins qu'il y a. Et donc, on peut allaiter plusieurs bébés en même temps, même si on n'a pas une capacité illimitée, hein. On ne peut pas allaiter 30 enfants par jour, hein, évidemment. Mais du coup, en fait, le fait aussi de nourrir au sein les enfants des classes nobles, etc., bah, faisait que parfois, il n'y avait pas le lait suffisant pour nourrir l'enfant de ces femmes, les enfants de ces femmes, hein. Bref. Etc. Et puis plus tard, parce que c'était eux qui tenaient un peu la boutique, quoi. Même si bon, les femmes les aidaient, contrairement à ce que les féministes racontent, Bien les sûr. femmes elles ont toujours Mais travaillé, c'est mais toi qui c'était racontes Oh ça. là 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 Mais là c'est là. toi qui C'est la racontes meuf qui a ça. 2 de QI, putain. Raconte n'importe quoi, après elle s'auto-débunk en disant les féministes. De quel féministe tu parles déjà? Cite-en, s'il te plaît. De qui tu parles? De Parce qui que les tu féministes, pour le parles? coup, passent leur temps à parler même, parce qu'elle a parlé de la chasse dans la préhistoire. Justement, les féministes passent leur temps, tu sais, à contredire ces mythes de la femme qui attendait dans la grotte à pouponner pendant que l'homme allait à la chasse, tu vois. Enfin, ridicule. De la division genrée du travail au point où en fait, plutôt les sociétés capitalistes l'ont créé, hein, même s'il y avait aussi des divisions genrées du travail, avant le capitalisme, commence à créer aussi même tu vois, ce qu'on parlait d'interaction, nature-culture, alors c'est des travaux, c'est compliqué les travaux de paléoanthropologie parce qu'il nous manque, par définition énormément de données et cetera. Il y avait pas l'écriture, il y avait pas tout ça. Les choses qui étaient construites étaient des choses, par exemple, en bois et tout, donc beaucoup, beaucoup de choses sont détruites. Mais en fait, vraisemblablement, le dimorphisme, c'est-à-dire la différence de morphologie entre les hommes et les femmes, est aussi induite par la manière dont les corps sont utilisés. C'est-à-dire dans des sociétés où les femmes travaillent beaucoup moins, mangent moins, etc., ça crée des femmes qui sont de plus en plus petites. À l'inverse, dans des sociétés où les femmes, où il y a moins de division genrée du travail et tout, ça génère aussi des dimorphismes entre hommes et femmes qui sont moins forts, quoi. Bref. C'était Oui, à organique, travailler de quoi. maison, oui. Oui, voilà. Mais même, je sais pas, elle travaille au commerce familial, c'est l'homme qui tient la boutique, mais elle donne la main, elle file la main à la pâte, etc. La boutique, ça parle que de boutique. Ouais, ouais. De tout temps, les femmes ont aidé à tenir la boutique. Oui, en plus, Mais alors le fait vraiment, est les que commerçants, enfin, je veux dire, la majorité des gens, jusqu'à il y a très peu de temps, étaient agriculteurs, en fait. 90% des gens, quoi. Les commerçants, c'est une classe, enfin, qui existait, hein, mais qui était quand même extrêmement faible en termes de pourcentage de la population. Et ça m'étonne pas qu'elle parle de commerçants, parce qu'en fait, bref. Et après, ça vient de parler de tertiarisation de machin, hein. Hmm. oui, l'homme c'était un peu le pourvoyeur avant, il avait un rôle qui était simple, qui était clair. Et aujourd'hui, comme tu le dis, la société a tellement évolué que bah, les femmes peuvent occuper des métiers d'hommes. Enfin, de toute façon, les femmes ont un salaire individuel. Enfin, voilà, il y a plus de vision de travail collectif, Mhm. de familial, etc. Les femmes
Plus de vision de travail collectif, les gars, ils sont libertariens, ils te parlent de Bah vision oui. de travail, le niveau de contradiction, tu sais, de dissonance cognitive. Ils sont littéralement libertariens, putain. Et Oui, dans il leur y a plus de collectif. auto-entreprise, leur auto-entreprise internet, qui consiste à faire, comment elle avait dit le truc là? Des programmes d'accompagnement. Bref. Femmes sont très indépendantes. Et c'est vrai que finalement, en quoi les femmes n'ont plus besoin d'un homme. Elles ont Oui, envie d'un bien homme. sûr. Elle fait l'inverse, t'sais. Engels, il dit ouais, que en gros, les couples et tout, ça a toujours été justement, bah, les femmes, elles étaient à moitié une marchandise et tout, dépendantes Bah financièrement, oui. machin. Et il a une phrase qui est marrante, il dit on a inventé la monogamie, et il met 3 petits points pour les femmes. Parce qu'il dit en gros, c'est la monogamie, ça Oui, permettait de oui. savoir que ton gamin était ton gamin parce que ta femme était monogame avec toi. Mais quand t'étais le mec, tu pouvais faire un peu ce que tu voulais quand t'étais le mec bourgeois. Euh, mais c'est trop drôle parce qu'elle, à l'inverse, elle dit oh, c'est dommage, les femmes n'ont plus besoin d'être avec un homme, elles le font par amour. Tu sais, genre la vision du monde des Ouais, enfers, tu sais. c'est ça. C'est trop bizarre de se plaindre de ça en vrai. Bah oui. Mais elles n'en ont pas besoin. Et le problème, c'est qu'énormément d'hommes, la seule plus-value qu'ils apportaient aux femmes, parce qu'ils ne faisaient pas partie des 20% d'hommes les plus attractifs, c'était justement ce côté pourvoyeur, rassurant, la stabilité. Mais cette stabilité, les femmes, elles peuvent l'avoir financièrement en se passant d'un homme. Donc, comme tu dis, ça crée un gros déséquilibre, et ce qui fait que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont pas attirants aux yeux des femmes, n'arrivent pas à se démarquer autrement que comme Oui, ça. Et il faut en faire toujours plus pour mériter des femmes qui, souvent... Mais Encore une fois, il parle je sais pas, des femmes de classe supérieure ou je sais pas. Enfin, la bah plupart des oui. gens, quand même, c'est stabilisant et rassurant d'être en couple, que ce soit pour un homme ou pour une femme, tu vois. Mais Parce que oui. tu formes bah, un duo dans la vie, un foyer. Enfin voilà, c'est pas pareil que d'être tout seul. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant d'être avec quelqu'un. Tu combats la vie aussi dans ses difficultés à deux. Enfin voilà quoi. Et elle te dit non, mais il n'y a plus besoin de ça. Mais elle parle de qui en fait? Qui peut vivre tout seul en étant un individu, une monade comme ça, à part les bourgeois? Et du coup, dans la tête, dans le monde bizarre de Thaïs, là, ça veut dire que 80% des hommes sont célibataires. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ou c'est Comme il y a n'importe que, quoi. comme il y a que 20% des femmes, comme il y a que 20% des hommes qui sont attractifs, gna gna gna. Enfin, pour elles, de leur côté, n'ont pas forcément augmenté en valeur ou n'ont oui, rien à bien sûr. prouver, n'ont rien à... Monter en valeur, j'adore ça. C'est vraiment la vision du marché de l'amour, tu sais. La valeur d'échange bah, des femmes. Et, vraiment, bah, elle est dans ce si. truc-là. Alors, je pense que c'est peut-être de famille, tu vois, mais de la dot, tu vois. Genre, une femme, c'est une Oui. valeur, tu payes un peu et tout. Enfin, c'est vraiment ce truc de marchandisation des femmes, quoi. Mais du coup, pour la 1863e fois de sa vie, elle vient de se contredire au bout de 10 secondes. Parce que justement, ce qui a changé, c'est que les femmes sont autonomes. Si vraiment sa vision du monde, c'est avant, les femmes n'étaient pas du tout autonomes financièrement, elles avaient besoin d'un homme pour être autonomes. Maintenant, elles le sont. Bah, du coup, il y a un truc de valeur qui a changé. Elles n'ont pas rien changé. Je comprends pas. Je comprends à pas ce apporter truc de vraiment. plus à une relation que, comme tu disais, le simple fait d'être jeune, jolie et Ouais. fertile, quoi. Après, Putain. On va passer à 17 minutes 09 où ça va te plaire. Ça parle du mur. Le fameux mur. Ah, ben j'ai pré-shot un peu avec mon histoire de ménopause, du coup. Exactement. Allez hop, c'est Mm. parti. Tu vois, par exemple, c'est politiquement incorrect aujourd'hui, lunaire, de dire qu'une femme de 20-25 ans a plus de valeur aux yeux d'un homme qu'une femme de 40 ans, tu vois. Quoi? Comment Ça tu dépend. oses dire ça, etc. Mais ça dépend. Mais Thaïs, ça dépend, en fait. Je... Enfin, de quels hommes tu parles? Moi, je sais pas, tu vois, je suis à un âge, on a la trentaine, j'ai des potes qui s'approchent de la quarantaine. Par exemple, tu vois, tu as eu des enfants avec une femme, tu t'es séparé de cette femme, tu as envie de te remettre en couple, tu plus envie d'avoir d'enfants. Tu vois, moi, je sais, j'ai des potes qui sont dans cette problématique-là, c'est-à-dire qu'ils ont envie de se remettre en couple et un de leurs critères, c'est moi, j'ai déjà des enfants, c'est bon, j'ai donné, J'ai quoi. déjà donné. Bah ouais, je ne veux plus d'enfants. Et bah eux, c'est des mecs, se mettre en couple avec une meuf qui a 40 ans, qui a des enfants ou pas d'ailleurs, mais qui est OK avec l'idée de pas faire d'enfants, ça leur va très bien, tu vois. Et ils savent que s'ils se mettent en couple avec une meuf qui a 20-25 ans, bon déjà je suis désolée, mais quand tu as 40 ans, te mettre en couple avec quelqu'un qui a 20 ans, enfin t'es vraiment pas du tout au même moment de la vie, dans les mêmes problématiques et tout, c'est toi, t'es là, t'as des gamins qui ont 10 ans, la meuf elle est en études, tu vois, elle est en L3, enfin tu t'imagines à quel point t'es pas, enfin
si Zoé si qui si critique Yann Moix, hein, on voit très bien la critique sous-jacente. Non, mais c'est enfin, je veux dire, c'est pas illégal de faire ça, mais c'est chelou, tu vois? Puis tu as forcément un rapport un peu de même moi, tu vois, j'ai 34 ans, je me verrais pas sortir avec un mec qui en a 19. Enfin, alors eux, ils inversent le truc en disant, en fait, les hommes, ils ont plus de valeur quand ils sont plus vieux et cetera. Mais là, je te parle juste de d'interaction humaine. Je suis désolée, mais moi, un mec qui a 19 ans, alors je peux échanger Mais il avec les voudrait gens de pas parce que 19 ans t'as avec grand passé le mur plaisir, mais pour lui, tu vois, je pense. oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, mais encore une fois, tu vois, je reprends l'exemple de quelqu'un qui a une phase de sa vie, qui approche la quarantaine et tout, qui a pas envie d'enfant et tout. Il sait que s'il se met avec une meuf qui en a 25, bah, potentiellement, la question des enfants, elle va se poser. Et que la question des enfants, elle va se poser quand elle en aura 30 et donc lui 45, 50. Est-ce qu'à 50 piges, tu as envie de te lever 3 fois par nuit pendant 8 mois pour voilà, changer la couche de ton bébé et tout. Enfin, ça, vraie question aussi, de se retrouver en tant qu'homme à faire des enfants en étant, en ayant 45, 50 ans. Alors je dis pas, il y a des gens qui sont, OK avec ça et force à eux et tout, enfin voilà. Mais, heu, penser que c'est l'alpha et l'oméga, pour un homme de 40 ans, de trouver ça enfin, qui sont les gens de 40 ans que vous connaissez? Moi, les gens de mon entourage de 40 ans ne sont pas dans ces trucs-là, en fait. Il y a que les grands bourgeois qui font ça aussi, mais parce qu'ils sont dans une vision, je pense, de la consommation de l'autre, de la domination de l'autre et Oui. tout. Mais moi, je pense qu'en plus, quand tu es, en général, avec quelqu'un de ta génération et tout, tu partages une expérience de la vie, des souvenirs aussi, tu vois? Et Enfin, oui. heu, quand tu as 40 ans, enfin, je veux dire, tu as vécu tellement de trucs et tout que tu enfin, je vois pas comment tu peux avoir envie d'être avec une meuf de 20 ans, tu vois? Sincèrement. À part si Et il tu y en a, vois, hein. cette meuf de 20 ans comme une espèce de meuf que tu vas pouvoir soumettre à toi, qui a plus d'argent, qui a plus de connaissances de la vie, la consommer comme un objet et tout. Mais c'est la vision de certains hommes, notamment des hommes les plus dominants et les plus riches, hein. Mais vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. Surtout si c'est pour Oui. former, moi, ce que je pense être un sujet collectif, c'est-à-dire un couple, tu vois? Un couple, c'est pas juste Mmh. 2 individualités avec l'un qui domine l'autre et qui veut profiter de l'autre, tu vois, aussi. Ça peut l'être et malheureusement ça l'est trop souvent, tu vois? Mais ça peut aussi être quelque chose où on forme quelque chose de supérieur à l'addition de nous 2, quoi, et où on a du coup une expérience commune et des projets communs. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des projets communs avec quelqu'un qui a 20, 30 ans de plus que toi, tu vois? Et effectivement, les corps, ils se modifient au fur et à mesure de la vie. T'as pas le même corps à 50 ans qu'à 20 ans, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, d'ailleurs. Enfin, toi, on présente ça que du côté des femmes, mais les hommes aussi, ils ont des modifications de leur corps avec l'âge, tu vois? Ils peuvent, prendre du ventre, ils peuvent perdre leurs cheveux, ils peuvent, devenir grisonnants et cetera et c'est pas dans les codes esthétiques, on va dire, classiques et tout ça. Pour autant, moi, je pense que, tu peux avoir, parfaitement du désir pour un homme, de 50 ans, qui a perdu ses cheveux et qui a du ventre, pour plein de raisons et par exemple parce que c'est quelqu'un avec qui tu es en couple depuis un certain temps et avec qui, comme tu dis, tu as construit des souvenirs et du coup, ton désir n'est pas que attaché au fait de est-ce que cette personne correspond aux critères esthétiques, admis en communauté? Peut-être, enfin pareil, tu vois, quand tu as des si vraiment on se penche sur les rapports, avoir des rapports avec quelqu'un n'est pas que un truc visuel et esthétique. C'est aussi un truc, de partage ensemble. Il y a des gens avec qui tu vas avoir des affinités plus que d'autres sur ces trucs-là. Indépendamment du fait que cette personne est très musclée ou machin et là, je prends volontairement l'exemple de Cordon pour sortir un peu de cette idée que, il y aurait que les femmes qui seraient, soumises à ces injonctions, les hommes aussi. Mais là, selon Thaïs, c'est particulièrement les femmes et encore une fois, quelle est la vision que tu as de l'autre? Enfin, moi, je suis pas sûre que ça crée des tu vois, ça te crée des Stéphane Edouard après ces mecs-là. Tu sais, Stéphane Edouard, il est là, il fête ses anniversaires régulièrement, donc tu sais quel âge il a et tout. Il a la quarantaine passée et il continue à dire: «Ouais, voilà, moi j'aime bien les femmes jeunes, un jour je voudrais des enfants et tout». Mais au final, tu as plus de 40 ans et tu as rien construit alors que c'est ça ton envie. Moi, je dis pas que tout le monde doit faire ça, avoir des enfants et cetera. Mais si tu dis que c'est ça ton envie et que tu es dans ce rapport-là à l'autre où tu veux pécho que des meufs qui ont la moitié de ton âge et que tu envisages, d'être père, quand tu as, 58 ans, bah, désolé, mais ça te fait quand même pas les mêmes rapports au couple et à la paternité et je suis pas sûre que ça soit hyper générateur de bonheur pour toi déjà, mais particulièrement pour la meuf qui te subit, dans ce cadre-là, quoi. Mmh. Et puis on rappelle, parce que les droitards sont toujours là: «Oui, les meufs sont moins fertiles». Les mecs aussi sont moins fertiles à Oui, 58 ans qu'à 20 ans. La qualité, bien des sûr. spermatozoïdes est moindre, tout comme la qualité des ovules est moindre quand on vieillit. Ça veut pas dire Mmh. d'ailleurs que les gens peuvent pas avoir d'enfants, qu'il faut pas les aider, hein, c'est pas ce qu'on est Non. en train de dire. Mais l'argument de dire: «Oui, voilà, les meufs après 25 ans, elles peuvent plus avoir d'enfants», c'est limite ça qu'ils nous racontent. C'est ce que je disais Oui, le libertarien là, comment il l'observateur. s'appelle? L'observateur, tu vois? Oui. Ouais, en fait, c'est 27, 27 la borne. non, en réalité, je crois que c'est à partir de 35 où il y a vraiment
vraiment une chute de la fertilité chez la femme, mais chez l'homme, tu as aussi, une augmentation des aberrations chromosomiques et tout un tas de comment ça s'appelle? De mutations, Mmh mh. dans le sperme des hommes qui sont, qui vieillissent et Exactement. à 58 ans, c'est pas pareil qu'à 25 ans et encore une fois, on dit pas ça pour faire de l'agisme, c'est juste, la manière dont vieillissent les cellules des gens, quoi. Bien sûr et juste, pour terminer sur ce truc, c'est aussi très variable d'une personne à l'autre. Il y a des femmes qui à 40, 41, 42 ans tombent facilement enceintes. À l'inverse, il y a des femmes qui à 30 ans ont du mal à tomber ou même à 25, ont du mal à tomber enceintes. Donc c'est en plus très dépendant, individuellement et moi sur ces histoires de fertilité par contre, mais ça je pense que tout enfin on est de plus en plus, d'accord, là-dessus. Je pense qu'il faut être très honnête sur, les «bornes de fertilité» entre guillemets parce que c'est important pour pouvoir, toi, faire tes choix de vie. Pas t'obliger à faire des enfants, mais tu vois, si tu es dans une réflexion de, en gros, je sais pas, ou je suis sûre que j'en veux, ou je suis sûre que j'en veux pas. Bon, tu es sûre que t'en veux pas, la question, elle se pose pas. Si tu sais pas ou que tu es sûre que t'en veux, il faut être, on va dire, honnête sur le fait que à partir de 35 ans, ta fertilité, elle peut baisser. Il y a des choses qui sont possibles d'ailleurs à faire, hein. Par exemple, conserver ses ovocytes. Tu as 32, 33 ans, tu sais que tu aimerais avoir des enfants, tu pas de couple stable ou machin, enfin ça peut pas être possible maintenant. Tu as la possibilité de conserver tes ovocytes si tu le veux pour ne pas te retrouver en difficulté si à 38, 39 ans, tu as finalement envie et que finalement tu fais partie des femmes où la fertilité a baissé à ces âges-là. Et en fait, le dire n'est pas mettre une pression sur les femmes, parce que il faut le dire d'une manière où je te donne l'information, je te donne la possibilité de toutes les choses qui existent pour pouvoir avoir accès à la maternité si c'est ton souhait, encore une fois, et ce n'est pas une injonction à la maternité. Et après, toi, avec toutes ces infos, libre à toi de faire tes choix et de décider ce que tu veux et ce que tu ne veux pas pour toi et pour ton couple et pour éventuellement tes enfants si tu veux des enfants. Ouais, et je voulais revenir aussi sur la manière dont les corps vieillissent et tout. Il y a un côté aussi, il y a un côté de classe sociale et de rapport au travail, hein. Tu prends Ouais. le corps d'une meuf, qui, est, salariée agricole à Mm. 33 ans et le corps, d'une meuf, qui a fait, qui a fait, je sais pas, des études supérieures et qui a bossé dans le tertiaire à 33 ans, elles ont pas le même corps, en fait. Bah Parce ouais. qu'il y a un corps qui est, habitué au travail, à se lever à 3 heures du matin pour faire je sais pas trop quoi, pour commencer à travailler de nuit et ça aussi c'est caché par, le rapport, le rapport qu'ils ont en fait à l'âge comme étant, une métrique en tant que telle quoi. Ça veut Mm. pas tout dire et encore une fois par rapport à leur vision de la beauté, on voit très bien que la vision de la beauté, chez la femme en tout cas, elle est vue comme étant une espèce de pureté, une virginité un peu. Il y a vraiment de ça et Ouais, d'ailleurs, vraiment. ils en parlent souvent aussi du fait de ne pas avoir de rapport, ou d'avoir le moins de rapports possible. Donc il y a une vraie vision avec un vrai rapport avec la virginité aussi sexuelle, mais même une vision de la virginité par rapport au travail. Il faut être, voilà, petite, frêle, être toute fragile quoi un petit peu, alors Mm. que chez l'homme, il y a une dimension quand même plus, virile de musculation, de travail et ils bandent pas mal sur les, mecs, qui bosseraient dans des métiers difficiles, alors qu'eux-mêmes ne bossent pas dans des métiers difficiles, quoi. Il y a vraiment une dichotomie qui est créée comme ça et qui n'est pas naturelle du tout. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés, je pense à cette statue, tu sais, l'ouvrier et la kolkhosienne, où on met Ouais. en avant une femme qui est, kolkhosienne, du coup, qui est Mm. travailleuse agricole, quoi. Mm. Et dire que la beauté, c'est forcément la virginité, ça dénote déjà d'une vision très, malsaine, je pense, du monde. Oui, oui. Et puis, pareil, hein, tu vois, la maternité modifie le corps, par exemple. Le fait d'avoir des grossesses modifie le corps, forcément, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, ton corps fabrique un être humain dedans. C'est, ça laisse forcément des traces sur ton corps qu'on n'est pas obligé de considérer comme étant des choses moches, avilissantes, etc. Et c'est et il y a plein, heureusement, de partenaires de femmes qui ont, de personnes qui ont eu des enfants, qui n'ont pas de problème avec le fait que leur corps portent les marques, des grossesses et encore heureux, quoi. Encore heureux, sinon vous êtes un peu des gros bâtards, en fait. Enfin et à ce moment-là, je pense que c'est à vous de travailler sur, c'est quoi votre rapport à l'autre, tu vois? Si ça te fait chier que ta meuf, elle ait, des vergetures au ventre, une cicatrice sur le périnée ou sur le ventre liée à sa césarienne et tout. Si ça vous fait chier que, la personne avec qui vous êtes en couple porte les marques, par exemple, d'une maladie sur son corps et tout ça, mais c'est à vous de vous interroger sur la manière dont vous concevez le couple et les autres. Vous êtes peut-être le problème. Alors que bah c'est C'est le évidemment wall. comment? C'est le wall.
C'est le rôle. Non, mais c'est la vérité, parce qu'en fait, c'est une réalité biologique. Tu as ce concept d'horloge sacrificielle où plus une femme vieillit, plus justement, en fait, elle aura moins comment dire, D'options masculines. d'options, de possibilités d'enfanter. Enfin, c'est normal, c'est la vie. Et justement, en fait, à chaque fois, on en revient On au va voir réel. en Alors EHPAD, hein. qu'un homme, plus il Je connais grandit, des meufs plus en il EHPAD, arrive elles ont plein d'options, hein. Mais c'est vrai, C'est la vie. je te Et jure. justement, en fait, à chaque fois, on en revient au réel. Alors qu'un homme, plus il grandit, plus il arrive à acquérir de ressources, il est fertile aussi, entre guillemets, très longtemps. Donc, il se bonifie. Mais je veux dire, pour moi, en fait, je ne vois pas en fait le problème à ça. La nature est faite de telle sorte à ce que. Ouais, Pour- je suis bien C'est super intéressant, il naturalise encore une fois un rapport de pouvoir, Mhm. c'est-à-dire oui, les femmes sont vues comme étant des objets sur un marché, donc on peut les prendre, elles sont jeunes, machin et tout. Et les hommes, bah, quand ils ont plus d'argent, oui, ils sont plus dominants sur ce marché-là, d'accord, tu vois, c'est pas la nature, tu vois. Bah oui. On passe au prochain timecode. Alors le prochain timecode, c'est à 22 minutes. Ça va te plaire, toi qui es une suprémaciste des enfants, je sais pas trop quoi, qui dit que tout Oula, le monde devrait avoir des enfants, que les gens qui n'ont pas oui, d'enfants, bien je sais pas sûr. quoi. Parfaitement mon discours. Tu penses comme Valek. qualité, Mais pardon. justement, Ouais, tu parlais de pareil. reproduction, et c'est d'ailleurs même pour ça qu'on existe, pour se reproduire. Et là, je vais peut-être choquer les gens, je m'en fous, mais si tu veux pas d'enfants, c'est que tu as un bug génétique. Ok. Au bout d'un moment, je sais pas, faut dire les termes. Mais en plus, 25% des tu gens me parlais. historiquement qui n'avaient Donc pas voilà, d'enfants. voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? On existe pour se reproduire, si tu ne veux pas d'enfants, tu as un bug génétique. Je pense qu'ils n'ont pas d'enfants Ben, tous les deux, je crois. moi, en fait, vous avez pas d'enfants, a priori, donc travaillez sur votre bug, les amis. Et non, en fait, il y a plein. Enfin, je veux dire que ce soit sur le plan temporel, dans l'histoire, ou sur le plan spatial, dans toutes les sociétés, il y a des adultes qui n'ont pas d'enfants biologiques, génétiques à eux. Et d'ailleurs, je me permets de le redire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'enfants dans nos vies quand on n'est pas directement le géniteur d'un enfant. Il y a plein de gens, moi j'ai plein de gens autour de moi qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont une place importante dans la vie d'autres enfants. Moi, j'ai une place importante, pas que dans la vie de mes enfants, mais dans la vie de mes neveux et mes nièces, dans la vie des amis de mes enfants, dans la vie des enfants de mes amis. Enfin, voilà quoi. Ils ont vraiment une vision. De toute façon, pour eux, l'enfant est une chose qui est un prolongement génétique d'eux-mêmes. Ils ne conçoivent pas l'enfant comme un sujet, comme un être humain à part entière, un adulte en devenir que toute la communauté, et notamment les adultes, se doivent d'entourer, d'aimer, d'accompagner. Ils ne le voient pas comme ça. Ils le voient comme la propriété du géniteur ou de la génitrice, son prolongement génétique et une espèce de rapport en fait hyper consommateur de toi à toi. Tu vois, ça reste vraiment des choses profondément anti-humanistes comme vision de voir les choses. Et que des gens ne veulent pas d'enfants. Mais en fait, enfin moi vraiment, je pense que ça serait très triste pour des gens qui ne veulent pas d'enfants, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les enfants en question, de les forcer à en avoir. Enfin, c'est pas facile d'avoir des enfants. Ça demande de l'engagement, du temps, de l'amour et tout ça, quoi. Enfin voilà, est-ce qu'on peut parler des Donc, on passe au dernier timecode, désolé. C'est exigence féminine masculine, misogynie toxique versus misogynie saine. Ah, suis-je misogyne toxique, pas dû à ton avis? Je pense, ouais. Alors que moi, je suis misogyne soft. Ouais, toi, t'es misogyne soft. Je Exigence pense que masculine. Thaïs, elle va se mettre dans le lot de la misogynie soft, hein. Je rappelle que récemment, Thaïs a proposé qu'on force les femmes qui sont sur Mime et OnlyFans à aller dans des maisons closes. Donc là, on parle de V, hein, c'est-à-dire on force des gens à aller avoir des rapports. Parce que voilà. Donc, est-ce que vous croyez que c'est de la misogynie soft, ça? Clairement que tu vas regarder et enfin voilà, est-ce qu'on peut parler des exigences masculines vis-à-vis des femmes? Oui, oui, il y en a. Mais je pense qu'avant de parler d'exigence féminine, il faudrait déjà savoir en fait qu'est-ce que tu vaux. Parce que pour avoir des exigences, c'est que normalement, tu as un certain standing. Et c'est là où, dans le podcast, Valek est plus. En même temps, lui, son marché, c'est pas juste des incels ou je sais pas quoi, tu vois, comme Thaïs. Il en met aussi sur les mecs, tu vois. C'est son côté un peu libertarien. Soyez le meilleur de vous-même, que vous soyez une Oui. meuf ou une femme. Alors, oui, il naturalise les trucs, tu vois. Mais au moins, il dit ouais, vous voulez que les meufs, elles baissent pas, que machin, que machin, que machin. Mais vous êtes qui, quoi? Alors que Mm. Thaïs, elle brosse dans le sens du poil ses incels, tu vois. Ouais. Ouais. Et c'est ça Après, d'ailleurs, les je hommes, pense qu'on. tu sais, c'est acté que les hommes entre hommes, il faut qu'ils se. Tu sais, tous les trucs et tout, ils s'insultent et tout ça, ça fait partie. Faut se maltraiter un peu pour devenir la meilleure version de soi-même. Mais entre hommes.
Parce que si t'es une femme et que tu maltraites un homme, tu le castres, je rappelle. Bah oui. On pourra parler, les mecs de droite qui ont beaucoup d'exigences envers les femmes, mais qui n'ont rien à apporter. C'est le mec, j'ai rien contre les smicards ou quoi, attention, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'es là, t'as un taf de merde, tu fais le misogyne sur Internet ou sur Twitter, que sais-je encore, et t'es en mode, moi j'ai une femme qui a pas de body count, une femme qui est belle, une femme qui a ceci, une femme qui a cela, mais t'es qui, tu vois? T'es qui, t'as fait quoi, et pourquoi tu mériterais ça, en fait? Mhm. Donc c'est pour ça, il faut respecter, en fait, une hiérarchie des choses, et ces mecs-là, en fait, ne la respectent pas. Donc forcément, en fait, ça donne tout un tas de mecs ultra machos, parce qu'il y a énormément de misogynie à droite, mais de misogynie en Mhm. fait très toxique. Tu sais, il y a la misogynie. Ah, J'adore. mais qui donc a créé ça, Valak? Qui donc génère ce genre de choses? Grande question, hein. Est-ce que, par exemple, la meuf qui est en face de toi ne serait pas un peu responsable de ça? Petite question. De, Est-ce de que misogynie toi-même, à hein? droite, mais de misogynie en fait très toxique. Tu sais, il y a la misogynie pardon, saine et celle qui est toxique. Et le problème, c'est que, ouais, comme je T'as disais, baisé. ces mecs ont beaucoup d'ambition, mais pas pour eux-mêmes. Mhm. Donc oui, une fois que tu as atteint un standing, une fois de plus, ça dépend où est-ce que tu places ton curseur du standing, mais une fois que tu as atteint ce standing, ben, à ce moment-là, tu peux te poser et dire, bon, ok, ben, moi je veux une femme qui a ça et ça et ça. Mhm. Mais pas pour l'aspect, ok, je suis un homme, donc je le mérite. Bah, C'est hyper intéressant. Il est en train de te dire, si vous êtes au SMIC, machin et tout, vous n'avez pas le droit d'être misogyne. Par contre, si vous arrivez à faire votre business et tout, là, c'est de la misogynie saine parce que vous sélectionnez des femmes. Je trouve ça incroyable comme truc. C'est ce qu'on appelle reproduire l'ordre social, hein. Mais quel mal bêta de la lutte des classes, hein. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Mais non, moi, voilà, je voulais te montrer cette distinction misogynie saine, misogynie toxique parce que je trouvais ça marrant. Et en plus, je trouvais ça marrant que ce soit un espèce d'inconscient bourgeois, tu sais. Mais en fait, c'est vraiment, mais ça va parfaitement avec tout ce qu'on dit, enfin tout ce qui est tout le temps dit sur, tu sais, même là, Valak, moi j'ai envie de dire Valak, là, on dirait un prophète de gauche bourgeoise, en vrai. Parce que tu sais, on est toujours très enclin à voir la violence masculine, etc., etc., quand elle vient d'hommes, on va dire, avec des statuts sociaux inférieurs. Et par contre, quand c'est des hommes riches et bourgeois, même à gauche, hein, tu sais, Valek, nous, il y a des mecs qui trouvent ça totalement normal, le féminisme, la lutte contre le sexisme et tout. Et puis d'un coup, dès qu'il s'agit de quelqu'un qui est très connu dans nos milieux, etc., ben là, tout de suite, c'est vachement plus compliqué de parler de ça. Et là, tout de suite, on prend 12 000 pincettes. On se demande si quand même, ça serait pas un peu l'autre qui est en faute, et puis quand même le pauvre et tout ça. C'est vraiment, voilà, c'est misogynie soft à gauche aussi, en vrai, hein, à gauche aussi. Et Yes. juste, il y a un autre timecode après ou pas? Non, vas-y, c'est fini. Je voulais juste terminer là-dessus, sur le statut social des hommes et la possibilité que ça leur donne d'être violents avec les femmes et que ça soit socialement acceptable. Je vais raconter très vite fait sans rentrer dans des détails parce que voilà, faut pas que les personnes puissent être reconnues et tout, mais dans mon secteur, on va dire, il y a un homme médecin là récemment qui a été mis à pied pour des histoires de VSS sur plusieurs étudiantes en médecine. Et moi, ça m'a vraiment, ça m'a, enfin, bon, l'histoire est, voilà, il y a des gens derrière, etc. Donc, comme d'habitude, c'est toujours des histoires où quand elles sortent, ça fait chier, quoi. Ça fait chier surtout parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça fait des années qu'il y avait des alertes. Moi, j'étais pas au courant, j'ai appris ça récemment. Du coup, bah, le fait que les alertes n'aient pas été entendues, ça a laissé la possibilité à cet homme d'agresser d'autres femmes encore et encore et encore, des jeunes femmes, hein, sur qui il avait autorité. Et quand on débriefe un peu sur qu'est-ce qui a fait que les alertes n'ont pas été entendues, et pour autant, je trouve que la décision qui a été prise aujourd'hui, enfin ces derniers jours, a été la bonne, ce qui montre qu'on avance, hein, parce qu'il y a 20 ans, en fait, il se serait quand même rien passé. Mais il a fallu attendre plusieurs témoignages concomitants, qu'elles se mettent ensemble, etc. C'est-à-dire que juste une femme qui parle, on a cette espèce d'attitude un peu de zette bizarre, de faire genre ouais, bon, faut recouper les sources, on n'a pas de preuves, etc. Oui, mais en fait, c'est le fait de dire ça dans les cas de VSS avec des hommes qui sont en situation de pouvoir et de domination. De fait, ce n'est pas neutre de dire ça. Les gens, sincèrement, pensent être neutres quand ils disent ça. Quand ils disent on n'est pas sûr, on n'a pas les preuves et tout. Oui, mais en fait, ce sont des schémas qui se répètent tout le temps. La manière dont le mec se défendait au départ laissait déjà dire qu'en fait, il y avait vraiment un problème. C'était une confirmation qu'il y avait un problème. Et tout le monde se dit oh là là, voilà, faut pas y toucher, etc.
on sait jamais et tout ça. Et en fait, le fait de se croire neutre dans ces cas-là, de fait, quand il y a une relation de pouvoir entre des gens, vous servez l'ordre social. Vous n'êtes pas la neutralité que vous pensez être quand vous faites ça. Ce n'est pas neutre. Il n'y a pas de neutralité entre un oppresseur et un opprimé. Il n'y a pas de neutralité entre un exploiteur et un exploité. Il n'y a pas de signe égal à mettre entre les deux. Et donc, quand on est soit responsable de formation, soit militant, soit etc., le fait de revendiquer la neutralité dans ces moments-là, c'est de fait servir l'ordre social dominant et là, l'ordre patriarcal. Ça, c'est la première chose que ça m'a fait observer. La deuxième chose que ça m'a fait observer, c'est que un des arguments pour que ça ne sorte pas au départ n'était en fait que des arguments liés au statut social du mec. Il a une femme, il a des enfants, il a beaucoup de responsabilités, donc s'il n'est pas là, on est dans la merde, etc., etc. Euh, et du coup, ça montre bien comment, en fait, les mêmes faits réalisés par un homme dont il n'y a pas plein de gens qui dépendent pour leur travail, qui n'a pas de statut social installé, que ce soit sur le plan, on va dire, familial, professionnel, etc. Et ben en fait, c'est hyper protecteur d'être un homme dominant dans ces cas-là parce que ça devient un argument pour ne pas faire sortir les trucs. Ça devient un argument. Et regarde Valek, là, qui justifie la misogynie normale, c'est la misogynie des hommes dominants. Et la misogynie toxique, c'est la misogynie des hommes qui ne sont pas dominants. Alors, spoiler, moi, je ne trouve pas que du coup, la misogynie des hommes qui ne sont pas dominants n'est pas grave. Je pense qu'elle doit être combattue aussi. Mais je pense qu'on ne peut pas la combattre si on ne regarde pas ce fait, qui est un fait de protection des hommes les plus dominants par leur statut social. Et il y a toujours les mêmes réflexes. Toujours, toujours, toujours. D'avoir énormément d'empathie. Tout d'un coup, on devient très, très antipunitiviste quand il s'agit de ces mecs-là. Tout d'un coup, on fait mille circonvolutions. Surtout, voilà, ne nous avançons pas, attendons, etc. Ben là, le attendons, ça a vraiment permis concrètement qu'il y ait plusieurs étudiantes. Je ne vais pas dire de chiffres, parce qu'encore une fois, je pars de cette histoire pour parler du général, mais dans cette histoire en particulier, il y a en fait beaucoup de personnes qui sont concernées. Et c'est hallucinant de voir à quel point, quand on débriefe, en fait, le sujet, quand on se dit comment on s'organise collectivement pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'il n'y ait pas autant de victimes avant qu'on se rende compte qu'il s'est passé quelque chose et tout ça, et bien en fait, il y a aussi une autre constance qui est que on ne se centre jamais sur les personnes qui sont victimes de ces trucs-là. On passe notre temps à se centrer sur le mec auteur. Le pauvre, qu'est-ce que ça va lui faire, etc. Et moi, je ne dis pas que ce mec-là, il faut... le mec en question a été mis à pied, mais il y a aussi des questions de protection des étudiantes, enfin voilà, qui ne doivent pas être mises au contact de quelqu'un qui potentiellement va les violenter. Voilà, c'est évident, surtout dans la position, on va dire, de domination dans laquelle il est par rapport à elle, etc. Donc c'est une très bonne décision. Pour autant, moi, je ne pense pas que ce mec, il faut qu'il soit cloué au pilori, qu'il n'ait plus jamais de vie sociale, de vie familiale, etc. Pas du tout. Par contre, quand on est enseignants et médecins, on a une position de domination sur les patients et sur les étudiants. Et donc, il y a normalement une priorité de protection des personnes qui sont potentiellement en situation de vulnérabilité face à cette personne. Et c'est hallucinant qu'on soit encore avec des réflexes de, avant tout, protéger le statut social de cette personne et donc sa possibilité de continuer à mal agir. Voilà. Ouais. Excusez-moi, Eh j'ai fait un long bien, développement, mais non, mais c'est... t'as raison. Je pense que c'est central et que c'est quelque chose qu'on peut généraliser assez facilement à plein de trucs. On peut peut-être s'arrêter là pour cet épisode. Oui. Sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne PADU, PADU, à la chaîne de Zoé Docteur YT, à nos Twitter, à nos Blue Sky, à aller voir aussi la dernière de la chaîne principale avec Ludivine Bantini, c'est assez cool. Ça s'appelle Dans les pas de Ludivine Bantini qui est une historienne et qui nous raconte la Commune de Paris, qui nous raconte plein de choses sur des luttes sociales qui se sont passées, notamment à Paris. On se promène dans Paris justement pour qu'elle puisse nous raconter tout ça. Elle nous parle de mai 68, elle nous parle du Front Populaire et elle fait le lien avec l'actualité. C'est super intéressant. Et n'hésitez pas aussi à donner sur le Tipeee pour faire tourner notre asso, La Brèche, dans lequel on a notre monteur évidemment à payer et notre graphiste et plein d'autres choses, du militantisme et de la structuration. On l'a déjà dit, on est en train de se structurer en fédération. Ça prend du temps d'écrire des statuts, de mettre tout le monde d'accord et puis de faire quelque chose qui puisse tenir dans le temps. Sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.